Autre questionnement sur le coût du capital. Dhaliwal, Jude, Surfling et Sheikh s'interrogent dans un article publié dans le Journal of Accounting and Economics sur le lien entre le niveau de concentration des ventes, autour de quelques clients, et le coût du capital d'une entreprise cotée. La perte d'un client important est une source de risque élevée, surtout dans les secteurs où il existe peu d'autres clients disponibles, où l'activité peut être facilement internalisée par les clients, ou encore là où les actifs propres à cette activité sont très spécifiques. Le marché devrait en tenir compte et exiger une rémunération plus importante. Pour tester ces hypothèses, les auteurs exploitent un échantillon d'entreprises cotées américaines entre 1981 et 2011. Aux États-Unis, la norme comptable SFAS 131, auparavant SFAS 14, exige des entreprises qu'elles publient les noms des clients les plus importants. Sont considérés comme tels, dans cette étude, ceux qui représentent 10% ou plus des ventes. Les données comptables proviennent de la base CompuStat, les prévisions d'analystes de la base iBus, les cours boursiers de la base CISP et celles concernant les dettes d'entreprise de la base Thomson Reuters SDC Spectrum. Au total, l'échantillon contient 44 218 observations. Comme dans l'étude précédente, la mesure du capital utilisé est un coût implicite, c'est-à-dire le taux actuariel qui permet d'expliquer le cours actuel de l'action à partir d'un modèle courant de valorisation et en s'appuyant sur les prévisions de résultats des analystes financiers. Techniquement, il s'agit aussi d'une moyenne de 4 estimations obtenues à l'aide de 4 modèles de valorisation développés au début des années 2000 dans la littérature comptable. Ceux de Klaus et Thomas en 2001, de Gebhardt 2001 aussi, la version élaborée par God et Monahan du modèle de Olson et Juttner-Norroth en 2005, et enfin l'approche de Easton en 2004 à partir du PEG ratio. Les auteurs utilisent 2 mesures de la concentration des ventes. La première est un indice de Herfindahl-Dishman, calculé chaque année petit t pour chaque firme petit i. C'est la somme des carrés des ratios des ventes réalisées pour chaque client majeur J sur les ventes totales. Une deuxième mesure est également utilisée, à savoir le ratio des ventes totales aux clients majeurs sur les ventes de les firmes cette année-là. Notons que 26% des firmes de l'échantillon possèdent au moins un client majeur, c'est-à-dire réalisant 10% au plus des ventes. Le modèle de base utilisé est un modèle de régression où la variable dépendante est le coût estimé du capital et la variable indépendante est une des mesures de concentration des ventes. Un vecteur de variable de contrôle, grand X, est introduit, taille, ratio book-to-market, levier, risque, rating, cross-listing, etc. Des effets fixes par secteur et par année sont pris en compte. Par ailleurs, plusieurs études complémentaires sont développées. Interaction avec diverses mesures des coûts de défaillance, des coûts liés au changement de partenaires commerciaux ou encore aux investissements spécifiques requis et enfin, cas des commandes publiques. Une extension est aussi produite concernant le coût de la dette. À l'aide de ces estimations, Dhaliwal, Judd, Surfling et Sheikh mettent en évidence une association positive entre la concentration des ventes autour de quelques clients majeurs et le coût du capital. L'effet est robuste, et un lien de causalité peut même être suggéré si on s'en tient au traitement de l'endogénéité. Recours à une comparaison à un échantillon similaire et méthode des propensity scores. Régression avec variable instrumentale. Un effet plus marqué pour des clients majeurs exposés à un risque de défaillance ou pouvant changer facilement de fournisseur est mis en évidence. Par ailleurs,
Lorsque des actifs spécifiques sont exigés dans le cadre des relations avec le client, il apparaît un accroissement plus marqué du coût des ressources propres. En revanche, si le client majeur est une administration publique, le risque perçu est plus faible et l'effet sur le coût du capital inverse. Enfin, les auteurs ont aussi mis en évidence des effets significatifs de ces mesures de couverture sur celles de coût de la dette, aussi bien sous forme d'emprunt obligataire que de dette bancaire.